Bienvenue à vous, content de vous retrouver pour ce nouveau funeste Fred. Alors, dans l'hypothèse où, oui, si vous nous découvrez, si c'est la première fois, ce qui suit pourra faire office de présentation. Là où nous voulons en venir, en gros, hein, j'entendais quelqu'un récemment déclarer au sujet de votre serviteur que j'étais quelqu'un qui ne vivait que dans les livres. Je suis pas Franchement, je suis pas certain de ça. Première chose, lire n'est ni bien ni mal. Oui, ce n'est ni bien ni mal, hein, et je n'ajoute pas même tout dépend de ce qu'on lit. Ce n'est ni bien ni mal, ça ne procure en soi aucun mérite particulier et par ailleurs, ce n'est ni mieux ni pire de lire sur un support papier, comme je l'aurais fait la plupart du temps, que sur un écran d'ordinateur, hein, non. Là non plus, même si, pour ça je dois dire, pas un jour ne se passe sans que je ne me fasse la remarque que, venu au monde 10 ou 20 ans plus tard déjà, je n'aurais pas accroché. Ça ne se serait pas passé de la même manière. Dans mon accroche, oui, ma première approche dans mes rapports au bouquin, ça ne se serait déjà plus passé de la même manière. Je ne m'estime pas quelqu'un d'exceptionnel. Aucune singularité, mais des existences comme la mienne, et je vous ferai grâce, du détail ou de trop de menus détails, il va sans dire, mais je me dis souvent que des existences comme celle de votre serviteur avec, toutes leurs incidences, en bien et en mal, ça ne pouvait survenir que quelque part au sein d'une société occidentale, je ne dirais pas, fin du siècle dernier, mais dans les derniers temps. Si, mais, mettons dans les derniers temps de l'ère pré-numérique, de l'ère avant internet, et quitte à surprendre encore, peut-être, je ne suis pas les bouquins, je ne suis pas sûr d'aimer ça. Tout ce que j'aime, je pense, c'est ce que j'ai conservé de mes rapports avec eux, avec les livres hérités de mon enfance, assez largement débiles et immatures, je dois dire, oui, mmh, largement. Et ça quand ça a démarré, quand c'est survenu, c'était j'insisterai sur ce point, hein, ce ne sera peut-être pas évident de se représenter la chose, pour les représentants des jeunes générations, mais qui sait? Ma découverte alors avec les bouquins, c'était oui, par rapport aux moyens dont je disposais, aux possibilités d'accès matériel, non pas les miennes, mais entendez celles encore une fois de mes chers géniteurs. Vous me direz, il a toujours existé des bouquins vendus à petit prix, même très petit prix, de soldes, d'occasion, mais au départ, c'est pas vraiment ça au départ qui attire et puis oui, pour prendre conscience de cette réalité-là, il faut être un petit peu plus âgé, tout de même. Alors j'insiste sur ce point, ma découverte, mon rapport initial avec les livres, qui s'est fait proportionnellement à ses possibilités d'accès matériel alors au sein de mon milieu et pour le reste, j'assume. J'assume de m'être mis dans un joli piège à con. Oh, quand je dis piège à con, pas du genre où vous vous retrouvez, non, certainement pas. Quand vous vous retrouvez à 36 ans, mettons, et vous achevez de lire la réponse, la réaction d'une sorbonnarde, c'est comme ça qu'on dit, oui, ou d'une représentante là des facultés de lettres et qui après vous avoir lu vous dit bon tu écris un livre ou tu écris un article plutôt pardon tu écris un article sur ou sur tu peux encore en écrire comme ça sans si tu veux tu ne seras jamais pris au sérieux tu ne seras jamais respecté un seul instant à partir du moment où tu n'as pas, de titre universitaire. Non, c'est pas ça qui m'amène à dire que j'assume pleinement le piège à con. Comprenez de vous retrouver, dans une situation où quoi que vous exprimiez,
Vous serez toujours à l'écrit ou à l'oral, vous serez toujours pour les, entre guillemets, pour les intellectuels, trop légers, trop frivoles, ne serait-ce que dans vos thèmes. Oui, dans le choix de vos thématiques, toujours trop léger, trop frivole, et pour le grand public, nous dirons, le grand public par extension, et sans aucune connotation, sans connotation péjorative aucune, il va sans dire de nouveau. Vous, pour le grand public, on verra pas trop dans l'absolu où vous voulez en venir, ce qui explique, oui, c'est la seule chose qui peut cet état de fait, c'est la seule chose qui peut, je ne dirais pas justifier, mais qui explique l'existence d'un hebdo, d'une émission comme la nôtre sur une plateforme, comme YouTube. Bon, voilà, je vais y revenir à ce joli piège à con dans le courant de ce numéro. Ne pensez pas que je suis en train que là-dedans il y a quelque chose, du type bagarre et règlement de compte, par rapport à mon vécu, à mes antécédents, non, que nenni. Mais dans ce numéro, par rapport au choix de nos textes, là, c'est clair que bagarre et règlement de compte au menu, eh bien, figurez-vous, on peut dire ça. Oui, et on part là tout de suite pour le Moyen Âge. Je vais vous lire un fragment d'un livre qui est sorti en 2008. Je vous donne les références immédiatement après. Nous partons pour l'an de grâce 1437 et nous sommes aujourd'hui, ça correspond au département. Comment s'appelle-t-il ce département dans le Grand Est? Haute-Marne, oui, c'est la ville de la cité de Chaumont. La cité de Chaumont en 1437 a été prise d'assaut par les hommes du bâtard de Bourbon, Alexandre de Bourbon. Ces hommes, on les appelait, ils ont laissé leurs traces dans l'histoire, on les appelait les écorcheurs aussi. Mais je n'en dis pas plus pour le moment. Alors, notre fragment, voici. Les donjons sont pleins de secrets passages, je le sais. J'allais pour y voir quand un drille du bâtard nommé Pochon Laumière sortit tout courbé de dedans l'église, la gorge dans les mains d'où coulait un sang abondant, gargouillant au lieu de crier, révulsé. Il arrosait les alentours en battant du pied en fureur et voulant montrer derrière lui l'église noire qu'il avait rejetée comme un succube. Il ôta une main de sa gorge, le sang lui sortit du cou en un jet. Il s'effondra à genoux, puis tout du long. Et lors on vit que sa tête ne tenait à son reste que par un gros bout de peau. Dans la chambre sous la mienne, un oui claqua moins modestement qu'il n'aurait dû. Je mis mon bâton sur l'écritoire. Par en bas, les compagnons s'étaient groupés autour de l'aumière étalée, puis très vitement dispersés en demi-cercle au pourtour du porche de l'église qu'il avait craché. Ils criaient de sortir, c'étaient 5 des plus braves en formation de combat qui insultaient Jésus, Dieu, la Trinité, et lui ordonnaient de sortir au jour les affronter avec force blasphème, et il crachait par terre. La brute du Hainaut, ami de Pochon Laumière, les heurta par derrière en les disant couard et gueux, trouilleux de Dieu, que lui ferait sortir ce vieillard et par la barbe le trancherait à faux, lui mangerait le cuir. Il entra avec ses armes au clair, le pas si lourd que les dalles du seuil en crissèrent. Il n'avait pas à peine passé le porche Saint-Jean qu'il ressortait en déboulant les marches. La panse marquée d'une profonde croix rouge, de l'ombilic au menton et flanc à flanc. Sa roulade fit voir la taille nette sur les côtes découvertes, puis il se recroquevilla en criant tel un poussin dans son œuf sanglant. Il tressaillait du bide quand les 5 s'en approchèrent pour entendre ce qu'il hurla au sol gelé. Bourdel de bourran, une femelle.
C'est une femelle, ce qui, plus que tout apparemment, le fit trépasser dans l'instant. Le bâtard accourt au cri et d'un geste ordonne ses hommes. Il se place au milieu, aile gauche couverte, aile droite couverte, main devant, main derrière, la dague au poing, la rondache au chef, les autres en demi-cercle plus large, les archers, puis les cavaliers. Certains bourgeois, point tout à fait écharpés, profitent de la diversion pour se carapater. Ainsi soit-il. Oh, ce qu'ils gueulent si fort que les chevaux derrière en sautent sur leurs fers. Oh, ce merdaille. Comme il ne se passe rien, il envoie dedans l'église une lance d'un empan qu'on entend planter dans l'autel. Elle vibre encore quand s'élève par-dessous la troupe un rire très aigre, tremblant, un rire de vieillarde, semblant sortir d'une caverne profonde. Et tous, de se retourner, sans voir. Le rire résonne sur la place, ricoche sur la face des Russes morts et reprend dans un silence de glace. Puis parle, puis crie, bâtard, bâtard, tu finiras cousu dans un sac de merde avalé par une aube écumante, maudit de tous, trahi du diable, Bourbon. Par les ours de ta mère, la putain, cousu tu finiras, cousu. Et reprend, déchirant les oreilles, jusqu'à ce que le muet, ajouta-t-elle, jusqu'à ce que le muet jette quelque chose de lourd dans le puits. Bouvier des troncs. Qu'avez-vous tous à trembler ainsi? Une vieille rate n'a qu'à ouvrir la gueule pour vous esboyer. Le bâtard furieux tourne sur lui-même en menaçant chacun de sa lame, qui tremble pour un dit de sorcière escrabouillée. Périgot, Ruguel, toi, Jolibois, personne. D'un geste, il envoie 6 lieutenants dans l'église. On entend un bref gargouille, le bruit des bancs qui s'entrechoquent, des cris de mort, le temps de vider un verre, puis la paix retombe sur la terre. Avec elle, la lance d'un empan qui vient de ficher au pied du Bourbon, perçant 3 toises de terre gelée. La troupe recule, nennie le bâtard. Avant qu'aucune volonté ne bouge, au seuil de Saint-Géon apparaît dans la lumière du jour un pied, pris dans une chausse blanche et fourchue. Petit, un autre mêmement vêtu, puis le bas d'une tunique longue, puis à taille une courte ceinture d'or, puis sous la tunique une paire de tétins assez plats, mais tétins, féminins sans conteste, puis longs cheveux noirs, puis le visage lisse d'un démon jaune. En cet instant, moi, Denison Leclerc, dit le hachis, quasimoine par destin, débrideur de boîtes bien adextre, hardi et peu enclin aux crédences diaboliques ni bondieuseries, je me sens les poils se dresser par tout le corps. La démone, debout dans la lumière hivernale, ne frissonne ni d'en haut ni d'en bas. Elle tient en main une hallebarde au fer rutilant, garnie en garde d'une étoupe rousse comme queue de goupil. La troupe en baie. Le bâtard n'a pas relâché sa mâchoire, mais sa main a frémi sur sa dague. Il tape son bouclier du plat, la troupe débaie, les archers arment et tirent au second coup, à l'unisson. 300 flèches volent vers la démone. Immobile, ne fouillant, ne mouvant ni pieds, ni bras, ni cils, elle semble attendre infiniment la volée mortueuse. Mais à son heure, au juste terme d'être percée de toutes parts, elle s'élance, sa hallebarde s'élève et tourne en moulin folle. Par en bas, par le ciel, par l'horizon, les traits bondissent en retour, filent à l'envers, à rebours, éclatent sur son arme, dégringolent à ses pieds. Par 3 sauts enroulés en l'air, déroulés en l'air, repris à l'est et à l'ouest, elle fait place nette de la nuée de 300 flèches. Je l'ai vue. La troupe l'a vue. Le bâtard l'a vue, qui s'est jeté sur elle en force, à toute furie, cependant qu'elle ramassait un trait au sol et lissait son empennage entre les lèvres.
À la main, elle lui décocha cette dite flèche dans la cuisse avec telle force qu'il dut plier le genou et baisser la garde. Alors elle se lança du porche et son pied, fourche vêtu de blanc, se posa sur le bouclier du bâtard et l'autre sur sa tête nue, et ainsi, se donnant un bran lesbéant, partit dans les airs et s'envola sur le toit de Saint-Jehan. De là, par les voliges, sautant les ruelles, courant sur les murs, disparut au diable. Oui, l'auteur de ce livre, Céline Minard, il faut croire qu'au départ, oui, c'était un pari, hein, un challenge, de ce côté-là, je pense qu'il ce ne serait pas une erreur de chercher de ce côté-là, essayer, d'opérer ce mix, oui, ce mix à la française. Ça existe aussi, M-I-X-E, entre l'univers du manga et l'univers, des fresques médiévales, épiques, et je pense que ce pari a été plutôt bien, oui, elle l'a plutôt bien remporté avec ce livre qui a été, peut-être pas son plus gros succès à Céline Minard, mais tout de même, c'est celui qui a été réédité chez Rivage, que je vais vous montrer dans quelques instants avec l'édition précédente, celle de 2013, 2008, pour l'édition initiale, et c'était dans la collection Souple, maison d'édition dont j'oublie toujours le nom. Permettez-moi. Permettez une petite seconde pour les... Oui, à l'adresse des collectionneurs, même s'il y aura toutes les références pour les bouquins, comme d'hab, en partie, description, Tristram, les... Pardonnez-moi, les éditions Tristram, voici. Et il s'agit de Bâtard Battle, la bataille du bâtard, traduisez comme vous voulez, ma traduction pourrait faire pire, je crois. Oui, la bataille du bâtard, il a existé. Alexandre, Alexandre de Bourbon, Alexandre, le surnommé le bâtard de Bourbon, quelques petits repères en 1400, 15e siècle, hein, ça se passe au 15e. Le siècle de Jeanne, si vous préférez, là, de Jeanne d'Arc, pour parler comme dans le bouquin. Je reviens au style de Céline juste après, hein, et à la façon dont elle a plutôt bien remporté ce pari. Oui, Alexandre. Alexandre le bâtard de Bourbon se trouvait à la tête de ces écorcheurs, oui, appelons-les comme ça. C'est du reste comme ça que l'histoire les a retenus. Ça désignait pour une bonne part les... Oui, la soldatesque qui s'était retrouvée sans job, on va dire, en 1435, au moment du traité d'Arras, qui avait mis ce terme définitif aux querelles entre Armagnac et Bourguignon dans l'ancien royaume de France, est assez agité après avoir combattu contre les Anglais tout un temps. C'est Alexandre, ce bâtard de Bourbon, qui était le fils de Jean le Bourbon, fils bâtard de Jean le Bourbon, un seigneur, un chevalier français, fait prisonnier à Azincourt et mort, toujours prisonnier sur le sol anglais. Ce bâtard, après 1435, va se sentir des démangeaisons, jeter son dévolu du côté de la Haute-Marne, de la Lorraine, qu'il va allègrement ravager. Et réputé, ces hommes et lui réputés pour, et je ne sais pas si ça c'est du genre à faire dans l'euphémisme, peut-être bien, à ne pas faire du tout dans la dentelle. Dentelle, écorcheur, oui, il y a du chemin, de l'un à l'autre, mais il finira mal, hein. Charles VII, qui ne lui pardonnera pas d'avoir un temps tourné le dauphin, oui, le dauphin,
Le fils de Charles VII, le futur Louis XI, c'est Alexandre et qui avait manœuvré de manière à le convaincre, dans l'espoir d'accéder sans doute au trône plus tôt, hein, ami historien. Dites-moi si je raconte de bêtises, c'est lui, Alexandre, qui l'avait retourné à un moment contre son père, le futur Louis XI et Charles VII, lui, on parlait de piège, eh bien, il tombera, dans ce piège en 1440 et c'est ce qui est prédit, hein. Je ne sais pas, vous irez lire la suite, hein. Est-ce qu'il est vraiment question d'une sorcière là-dedans? La prédiction entendue dans le fragment que je vous ai lu tout à l'heure, oui, c'est comme ça, comme c'était raconté dans le texte qu'il finira, le bâtard de Bourbon et son corps sera jeté dans l'Aube, oui. Dans les eaux de l'Aube, 1440, 3 ans après l'année où se déroulent les faits de ce bouquin, où Céline, oui, elle aurait pu se contenter d'intégrer, oui, déjà, elle aurait pu estimer, bon, ça va être peinard, je vais raconter mon histoire en intégrant, s'il a quelques termes de vocabulaire d'époque, eh bien non. Hein, elle a opéré par rapport à la morphologie des phrases. J'ai fait de mon mieux pour vous le lire. Ce n'était pas évident et vous aurez déjà pu en juger, hein, pour ce qui est d'épouser des contours d'époque et peut-être aussi réinventer, pas seulement épouser les contours de la langue de l'époque, d'une langue médiévale, non seulement ça, mais aussi au bout d'un moment réinventer et opérer, partant un mix, une fusion heureuse des 2, réinventer peut-être aussi sa langue médiévale, sa forme d'expression médiévale à elle, bien à elle. C'est un auteur ou une autrice, comme vous voulez, à succès, Céline Minard, dont on dit qu'elle a, contribué à redonner ses lettres de noblesse, à faire en sorte qu'on ait davantage envie d'y croire, et tant mieux dans la littérature française contemporaine. Celle nous dirons celle de l'après 2000, de notre siècle, puisque je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps que oui, il faudrait peut-être, veiller de plus en plus quand on parle des années, 1900 à, ben, songer plus souvent à mettre 1900, devant et ne pas seulement dire 70 ou 53. Vous voyez où je veux en venir, hein? Pas hein, y compris au sein des nouvelles générations, oui, je ne vous fais pas l'insulte de vous l'apprendre, hein. Je pense que en général, hein, on opère de plus en plus, comme ça, mais oui, la littérature de fiction et on pourrait entendre aussi de fiction, d'action, fort bien menée, fort bien ficelée, qui avait besoin d'être, oui, remise sur un cheval, sur son destrier, et elle fait partie de ces autrices, de ces auteurs qui ont contribué à ça. Notre Céline Minard, avec sa Bataille du bâtard, Bastard Battle. Vous avez vu l'édition de 2013 avec cette couverture rouge et noir chez Tristram dans un format un peu plus grand et plus petit format. L'édition toute récente, c'est chez Rivage, mais c'est noté comme pour les autres livres en description. Oui, les autres livres, eh bien, vous allez en voir un autre, dans quelques instants, plus ancien. Et celui-là, c'est pas la première fois que j'en parle. Ça nous permettra d'une certaine manière de boucler la boucle avec notre sujet d'ouverture, au sujet de la lecture et oui, du profil de ce que je jugeais bon de vous rapporter au sujet du profil de lecteur de son parcours à votre serviteur. Et, mais je vais faire une petite parenthèse, c'est que raison pour laquelle sans doute nous avons enregistré un peu plus tard dans la semaine, cette semaine-ci, et il en sera également de même la semaine à venir, c'est le carnaval chez nous, à Binche, en Belgique, en province de Hainaut, là où vous savez, j'ai fief, pour rester toujours
oui, le style, la morpho. Oui, le carnaval de Binche, les Gilles de Binche, si c'est que ce soit la première fois ou pas, qu'on vous en parle, des Gilles de Binche, le seigneur de notre carnaval, de notre folklore, qui ne sort en tant que tel et qui ne se déplace, jamais, en tout cas plus jamais depuis un bon moment, hein. Le Gilles de Binche ne se produit jamais hors les murs et jamais en dehors du cadre des jours gras, comme, ces 2, 3 et 4 mars à venir, hein, et en tant que tel, en tant que seigneur du carnaval avec ses attributs, rien que la journée du mardi, hein, je pense avoir été clair. Les membres des sociétés de Gilles et des autres sociétés prenant part au Mardi Gras se produisant aussi à d'autres moments durant ces journées carnavalesques. Mais n'entrons pas dans trop de détails. Je ne sais pas si je vous referai un jour un numéro sur le folklore de ma cité natale en Belgique, de Binche, mais je vais vous montrer, j'ai très envie de vous remontrer cette image puisqu'on est dans l'époque médiévale et on va, oui, on va pousser un petit peu jusqu'à celle de la Renaissance, les premiers Gilles de Binche, une illustration où un très grand illustrateur belge, monsieur Jean-Léon Huyens, monsieur Jean-Léon Huyens, décédé en 1982, il avait consacré durant une bonne décade, ça vous dira peut-être quelque chose pour l'éditeur Historia, les fameuses vignettes historiques chez Historia. Pour cet éditeur, durant plus d'une dizaine d'années, il avait produit les illustrations sur l'histoire de notre pays qui ont été regroupées il n'y a pas longtemps en volume aux éditions Racine. Ça s'appelle Nos gloires, je vous le mets en référence aussi, en description. Jean-Léon Huyens, comment il s'était figuré les tout premiers Gilles de Binche. Alors, durant très longtemps, vous savez, ou au besoin, si c'est le cas, je vous l'apprends, hein, on a durant très longtemps rapporté que des Binchois, peut-être comme ici des soldats, des gardes de la gouvernante de l'époque, oui, la gouvernante de l'époque, Marie de Hongrie, sœur de l'empereur Charles Quint, des gardes de l'époque, fortement impressionnés par la prestation de danseurs précolombiens, sans doute des Incas, qui s'étaient produits au cours de festivités, avaient par la suite, pour leur part, reproduit les danses de ces, et les costumes de ces petit à petit. Ils avaient reproduit les costumes, les prestations de ces danseurs précolombiens, peut-être, allez savoir, de ces caciques, comme on l'a encore rapporté à une époque, de ces caciques péruviens. Et voici comment notre illustrateur, ça n'a pas de, en fonction des recherches scientifiques menées ultérieurement, et notamment à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale, ces illustrations, en définitive, n'auraient rien de scientifique, mais ce qu'elle est jolie tout de même. Alors je vous les montre, nos gardes, les premiers Gilles de Binche, les premiers. Ici, voilà, oui, pardon, oui, c'était pas la bonne page pour la première illustration. Jean-Léon Huyens, c'est que les scientifiques, à partir d'une époque, et notamment sous l'égide d'un monsieur qui a présidé à la création de ce musée chez nous, le musée du Carnaval et du Masque, vous pouvez le visiter également si ça vous dit, hein, si ce fut le premier de la sorte, d'une telle envergure, à traiter du carnaval d'une autre et des carnavals des autres aussi, d'abord à l'échelle continentale et puis mondiale. Le Musée international du carnaval et du masque, dont le premier conservateur, monsieur Samuel Glotz, c'est lui, le scientifique qui, à partir des années d'après-guerre, dans l'espoir de démontrer précisément que ça venait vraiment des Incas, le Gilles de Binche,
hein. On s'efforçait d'établir des rapprochements, pour la danse, pour la musique, pour les costumes, les différents attributs, mais au bout d'un moment, se rendant compte que par les différentes relations historiques, notamment au sujet de ces fêtes où se seraient produits ces danseurs. On ne trouvait de mention véritable de ça nulle part dans les relations historiques sérieuses de l'époque et il a commencé à s'interroger sur le bien fondé de cette légende, mais ça reste la légende de l'origine des Gilles de Binche. Comme ça, vous aurez eu, d'une certaine manière, en vis-à-vis, je vous aurais donné les deux versions. J'espère avoir été assez clair aussi. Dans l'ensemble, oui, le carnaval de Binche, est une histoire, au besoin de s'apercevoir, des transformations. Gilles de Binche avec une représentation on ne peut plus fidèle du Gilles dans ses attributs présents. Donc les 2, 3 et 4 mars, vous êtes les bienvenus dans notre petite cité énuyère. Mmh et oui, je reviendrai, dites-le, hein, si vous souhaitez que je refasse des numéros davantage centrés sur notre folklore, notre histoire, ne serait-ce que notre histoire locale, n'hésitez pas. Alors, oui, je vous parlais du piège à con, de ce piège à con dans lequel j'assumais parfaitement d'être tombé pour ce qui était de mes rapports avec les bouquins, et je vous avais rapporté dans la foulée quelques cas de figure assez édifiants, je crois, sur le plan des incidences, mais il existe, de manière à faire en sorte que ne se referment, je l'espère, jamais les dents, hein, comme une mâchoire, de ne jamais oui, que ça ne se referme jamais comme en bas, en haut, en gauche, à droite, comme vous voulez, que ne se referment jamais les dents de cette mâchoire, de ce piège sur votre serviteur. Il y a un élément qu'on peut utiliser pour Cal, c'est ce bouquin, le roman de Renard, mon roman de Renard, mon exemplaire. Comprenez mon exemplaire de 1970, c'est une édition originale, le roman de Renard de René Haussmann. Oui, en 70, Haussmann aura produit, eh bien, précisément, pour la boucle qui se referme, et je ne vous fais pas l'insulte non plus de... Oui, vous avez saisi, hein, de même, vous avez saisi, ça reste la plus belle vulgarisation d'un classique de notre littérature qui aura été produit par un monsieur qui était avant tout l'un des plus puissants dessinateurs, illustrateurs et peintres de la planète oui, tout de même, au moins, de la planète de René Haussmann, hein, notre illustre René Haussmann de Verviers, notre Ardennais, et c'est la plus belle vulgarisation d'un classique de notre littérature par un monsieur qui ne s'était manifestement pas fixé non plus d'objectif dans la carrière d'un quelconque doctorat en lettres ou master en lettres, hein. Je sais que c'est assez dans le vent, ce mot-là, moi, quand j'entends qu'on met en avant ces masters comme ça, je me dis, eh bien, moi, comme master, je ne connais que Gogol. Gogol, oui, Gogol is a master pour votre serviteur. Ou alors, René Haussmann, bien sûr, is a master. La couverture de son roman. 70, 1970. Réédition, je ne sais pas si je l'ai déjà dit aujourd'hui dans ce numéro, réédition par les éditions Dupuis, chez Dupuis en 2012. J'espère que si vous souhaitez passer commande, oui, j'espère que si désireux, vous pourrez encore qu'il leur reste des exemplaires, et dans l'absolu, j'espère qu'ils remettront ça, hein,
si jamais c'est épuisé. À vrai dire, j'en sais rien. Questionnez votre libraire là-dessus ou investiguez, comme vous préférez, une fois encore par moteur de recherche. Et nous allons terminer avec, oui, renard. Quand je parlais de piège à con, j'étais tombé dedans de la même manière qu'était tombé dans les pièges de notre Goupil, hein, du sire Goupil, était tombé Isengrin le loup, Tibère le chat, d'autres, et les animaux étaient allés au bout d'un moment se plaindre auprès du roi, de leur roi. Noble le lion qui avait... bon, on avait capturé Renard et Noble avait, oui, après mûre réflexion, avait convenu que Goupil serait soumis au jugement de Dieu, le jugement de Dieu, et comprenez là le duel, le duel avec Isengrin pour champion, pour adversaire, et le jugement de Dieu. C'est ce que je vais vous lire pour terminer, si ça vous dit de rester encore quelques instants en ma compagnie. Alors, je retourne à la bonne page, car le marque-page a foutu le camp, ce ne sera pas bien difficile. Euh, un petit aperçu, vous avez en enluminure aussi le début du combat. Ici, je vais vous montrer un autre moment. Si ça passe bien, allez, on essaie. Et je retourne, je vais au début du grand duel judiciaire de Renard et Isengrin. Je m'installe plus confortablement, enfin par rapport à, oui, pour la lecture, à pouvoir le meilleur rendu possible en ce qui vous concerne. Le bouquin n'étant pas petit, le grand duel judiciaire de Renard et Isengrin. Le loup Isengrin. Le loup Isengrin, désireux d'humilier le Goupil. Ben oui, hein, le loup Isengrin, désireux d'humilier le Goupil devant toute cette cour, de se proposer comme champion portant pour noble ses couleurs et invoquant Dieu pour qu'il décide au bénéfice du plus vertueux. Et Noble lui dit son contentement. Si tu triomphes, renard, proclame-t-il, le roi, si tu triomphes, tu seras gracié et tenu pour innocent, sinon nous aviserons pour suivre. Et il savait le loup rompu aux combats brutaux et aux joutes méchantes, et ne doutait point de la conclusion de cette lutte qui s'apprêtait. Et Renard et Isengrin armaient selon leur choix, l'un d'une masse d'armes de Flandre, et l'autre d'une lance de tournoi, montée aussi de martiale façon de charger l'un vers l'autre. Et le Goupil n'était point trop assuré en cela qu'il ne pouvait guère escompter que chance ou ruse subtile afin d'échapper au rayon de son oncle mal intentionné. Il se cogne rudement et du même coup se désarçonne bellement. Isengrin y brise, l'Isengrin y brise sa lance de bois dur dessus l'écu du renard, lequel prestement se relève et lui balance agilement sa masse d'armes dedans les pieds. Et il le fait avec tant de violence que la chaîne se défait, se rompt, et qu'il lui reste le manche en main, cependant que l'Isengrin trébuche et mord la poussière de la reine. Renard, sans perdre ses esprits, ramasse le bout de lance que son adversaire vient abandonner et ainsi muni se reprend pour le deuxième affrontement, la langue pendante à vrai dire, et le pouls mouvementé plus... Oui, le pouls mouvementé plus que de coutume. L'Isengrin, pour lui, n'était pas moins chahuté en son intérieur, et tout ceci l'avait fort ébranlé. Aussi reste-t-il en ce moment prostré au mi-temps de la place, sans avoir pourtant laissé son pesant bouclier.
Renard lui tourne autour, tout brandissant la lance esquintée. Le loup n'arrive plus à suivre la course tourbillonnante de l'adversaire, lequel est tantôt ici, tantôt là, et toujours muni de son esquille de lance. Tout soudain, le renard se fend et bien fort assène à l'autre un maître coup, puis un autre tout de suite après, et encore un troisième. Ainsi, l'on voit que célérité comme astuce se font parfois plus que force et cruauté, sans malice. Mais sans doute le goupil a-t-il tort, voyant ainsi le loup accablé par les heurts de trop se réjouir et de se voir déjà triomphant. Tant il est vrai que le plus avisé peut, à son heure, commettre faute pour son désavantage, et nous l'allons voir confirmer. La suite, encore une fois, si ça vous dit, voilà, j'espère que dans l'ensemble, ce numéro vous aura plu. C'était l'occasion pour moi de vous faire lecture, une fois de plus et j'espère, de même que ce ne sera pas la dernière, non, pas notre dernière émission, dernière lecture d'un fragment du bouquin. Oui, vous venez chez moi, oui, quand je dis: «Vous pouvez tout prendre, tout embarquer du moment que pas touche à celui-ci», je ne dirais pas que c'est ça, mais c'est pour ainsi dire, encore une fois, c'est pour ainsi dire ça. Allez, merci à vous, de votre intérêt, de votre endurance et rendez-vous dans moins d'une petite semaine.